60% du chiffre d'affaires, il est concentré sur octobre, novembre, décembre. On a fait cette année euros. C'est de l'argent qui rentre sur notre compte net. Est-ce qu'un livre peut encore rapporter dans 2 à 5 ans? Sur mes livres, j'ai complètement arrêté pour me défocus de ça. Et bien cette année, j'ai dû faire environ 50K net de pub en full passif. C'est-à-dire que j'ai mis 0 minute. J'ai même pas regardé mon compte. À quel point, du coup, tu peux abuser d'une IA, genre un chat GPT? Est-ce que c'est suffisant pour Amazon? C'est toujours le même problème, hein. Les gens, ils utilisent des outils qui sont trop puissants pour en faire un outil qui permet de rien branler. En gros, sur Amazon, il faut écrire ce que les gens recherchent et leur donner, répondre à la demande. Sinon, tu vendras pas quoi qu'il arrive. Au final, un bon auteur est un peu désavantagé. Tu dois avoir des gens qui écrivent très bien, mais au final vendent très peu. Les gens, ils vont dire, purée, encore lui. On voit la gueule de Nico, il raccroche direct, boum, allez, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude aujourd'hui, je me retrouve avec Franck et Anthony et on a un invité qui devient presque un habitué maintenant sur la chaîne. On te présente même plus, Nico, là, au final. Les gens, ils vont dire, purée, encore lui. Encore lui, on s'en fout de leur Ils sont sujet déjà décalé. barrés, le pire, comment on C'est ça. appelle ça? Le pire Watch time hook. de l'histoire, le Voilà, pire c'est hook de l'histoire. Et voilà la gueule de Nico, il raccroche direct, boum, allez, ciao. Non, ça va être ça. super intéressant. On va parler, on va un épisode dédié du coup à la spécialité de Nicolas, Amazon KDP. On avait fait un épisode sur le sujet ensemble. Il y a quoi? Ça fait 2 ans maintenant, je pense. Un bon 2 ans qu'on a fait ça ensemble. T'étais revenu sur le podcast, mais pour un épisode un peu plus freestyle où on parlait de plein de choses. Et là, on s'est dit, l'objectif, ça va être de cet épisode, du coup, de reparler d'Amazon KDP pour tous ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'Amazon KDP? Restez là, on va en parler dans le détail. Et avant toute chose, on va se concentrer un petit peu sur. Je vais quand même, on va te laisser quand même, je pense, te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas. Je le dis vite fait maintenant, pour tous ceux qui peut-être écoutent le Wizards Podcast régulièrement, mais qui se rendent compte que vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, eh bien c'est le moment de le faire, ça nous envoie énormément de force, donc pensez à le faire. Le petit like, le petit commentaire, et pourquoi pas les petites étoiles sur les plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Podcast, ou je ne sais quelle autre plateforme. Vous trouverez également en description une formation gratuite sur la vente de liens. Profitez-en d'ailleurs, je tiens à vous le dire, puisque il se trouve qu'on va enfin changer notre call to action. C'est un collector. Et donc, cette formation deviendra à la fois inaccessible et à la fois collector, donc profitez-en. Nico, je te laisse te présenter rapidement pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas. Ok, écoutez, merci les gars pour la nouvelle invitation. Du coup, on se fait ça annuellement sur votre podcast avec plaisir. Et du coup, je m'appelle Nicolas Rocher, j'ai 28 ans et du coup, ma spécialité, comme tu l'as dit, c'est Amazon KDP, donc Kindle Direct Publishing. Donc, c'est le fait de vendre des livres sur Amazon en auto-édition et d'en faire un vrai business qui peut s'apparenter au SEO et à l'édition de sites sur plein de points. Et puis, voilà, après, petite courte présentation, et puis je pense que dans le détail, on y reviendra avec les différentes questions que vous allez me poser. Carrément. Alors moi, il y a quand même un truc avant de commencer le podcast. Quand tu étais venu il y a 2 ans, tu avais fait ce qu'on appelle un Q4. Je pense que là, pour le coup, ça va parler à de plus en plus de gens, parce que le Q4, c'est les 4 derniers mois de l'année, qui sont du coup très liés à Noël. Et c'est là où généralement, que ça soit en e-commerce, tout ce qui est vente en ligne, y compris sur le domaine du livre Amazon, c'est là où les ventes explosent, et généralement toute ton année est dirigée vers le Q4 pour préparer ce Q4, avoir tous les livres qui sont positionnés, rankés, et qui ont les bons avis, les bons trucs pour le Q4. C'est ça, Nico? Exactement, donc du coup, le Q4, voilà, c'est Q4, le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre. Dans la plupart des business, il y a quand même un pic au Q4. Même vous, les gars, je pense en édition de site, il y a plus de volume, plus de trafic et plus de commissions pendant la fin de l'année. En tout cas, ça dépend des niches, mais en tout cas, globalement, je pense que c'est vrai. Et du coup, en e-commerce, et cetera aussi, et sur Amazon en général, et KDP en particulier, donc la vente de livres, puisqu'en fait, on vend des livres, donc c'est principalement souvent des cadeaux qui sont faits, et donc, il y a plus de cadeaux en fin d'année. Et voilà, on va dire que 60% du chiffre d'affaires, il est concentré sur octobre, novembre, décembre. Donc grosso modo, louper son Q4, c'est louper son année. Et donc quand on s'était vu, je me rappelle plus exactement où on en était. 90 000, tu avais fait, si c'était la 90 000, question, parce que je sais que c'était sur la miniature, elle avait bien ouais. marché, cette miniature. Alors, du coup, 90 000, c'était pas moi, c'était mon associé, enfin qui n'était pas encore mon associé à l'époque, mais avec qui je me suis associé. Moi, j'étais plutôt sur 50 000, il me semble. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous pourrez peut-être regarder à nouveau cet épisode
Comme ça, en plus, ça vous fait du watch time, les gars, et si vous voulez revoir tout l'historique, bah, regardez à nouveau cet épisode. Et donc, depuis, je me suis associé. Donc moi, j'ai toujours mon compte KDP en perso qui tourne, mais que j'ai complètement lâché, qui est vraiment full passif. Je travaille plus dessus, j'ai plus de publicité, j'ai plus rien. C'est volontaire, c'était pour me défocus de ça et me focus avec mon nouveau compte. Et donc, quand on s'était vu en 2023, on avait fait un Q4 à peu près, donc on avait fait 190 000 € en novembre et à peu près 100 000 € en décembre. Et là, finalement, on a fait un Q4 qui est à peu près identique. Du coup, je peux vous donner les chiffres un peu de l'année au global. Donc, on a fait cette année 390 000 € de royalties. Donc, quand je dis royalties, c'est de l'argent qui rentre sur notre compte net. C'est pas du chiffre d'affaires sur lequel on doit enlever de la marchandise, etc. On reviendra plus tard, mais c'est vraiment du net. Et dessus, on enlève tout un tas de sorties, des publicités, des dépenses marketing, etc. Et ça nous fait un profit de 237 636 € sur l'année. Et c'était pareil qu'en 2023. Donc, du coup, cette vidéo, on va en parler, mais il y a eu des réussites et des échecs. Et moi, je considère que c'est quand même une année un petit peu ratée, dans le sens où on a quand même fait un beau résultat, mais on a fait plein de choses qui n'ont pas marché, d'autres choses qui ont marché, et grosso modo, on fait comme l'année dernière. Donc, voilà, s'il n'y a pas de croissance, c'est un petit peu décevant, on va dire, mais très confiant pour 2025 parce qu'on a compris plein de choses et du coup, on va mettre en place des choses en 2025. On pourra en parler du coup. Mmh. Donc voilà pour tout ce qui est résultats et Q4. OK, ça marche. Les gars, si vous voulez envoyer vos questions pour Nico. Bah, j'ai une question qui est en rapport avec ce que tu viens de dire. J'avais une question, c'était est-ce qu'un livre peut encore rapporter dans d'autres 2 à 5 ans? Mais tu vois, comme avec ton compte que tu as abandonné, c'est intéressant de Mmh. savoir, tu vois, est-ce que ça tourne encore, Ouais, quoi? exactement. Et ben, du coup, un livre, on a remarqué en fait, c'est un petit peu, je pense, comme un site, en SEO. Si tu prends un site qui rank et puis que tu le laisses à l'abandon, petit à petit, il Mmh. va décliner. Si tu rajoutes du contenu, que tu rajoutes de la preuve sociale, des backlinks en permanence, que tu fais vivre et cetera, tu te renouvelles, bah, du coup, tu peux faire tenir très longtemps un site. Et en fait, c'est un peu pareil sur Amazon. C'est-à-dire que tu vas devoir, bah, faire des nouveaux lancements, en parler sur les réseaux, avoir des gens qui achètent continuellement ton livre. Également, par exemple, cette année, on a eu la publicité vidéo qui est apparue sur Amazon. Donc typiquement, si tu lançais pas de pub vidéo, eh bien tes concurrents qui ont lancé, ils prennent de Mmh. l'avance sur toi, toi tu déranques, etc. Donc si tu maintiens toujours des efforts, franchement, pendant des années, tu peux vendre. Donc il y a des livres de 2013 qui sont toujours dans les top 100 toutes les années et qui vendent depuis 10 ans sur KDP. Et moi, en l'occurrence, pour te donner une réponse précise, sur mes livres, j'ai complètement arrêté pour me défocus de ça. Et bien, cette année, j'ai dû faire, j'ai pas les chiffres exacts, mais environ 50 K net de pub en Ouais, c'est full très passif. propre, ouais. C'est-à-dire que j'ai mis 0 minute. J'ai même pas regardé mon compte. Et en gros, à la fin de l'année, je regardais, ah tiens, combien j'ai gagné? 50 K. Mais tu as de la Vraiment. pub qui tourne quand même? Non, non, zéro pub, zéro Ah, pub. 0 J'ai pub. tout lâché. Et donc, du coup, c'est quand même trop bien. Ça veut dire que, enfin, voilà, c'est un salaire annuel sans rien faire, vraiment, pour le coup, du très, très passif. Mmh. Et je Et pense tu que ça penses redescendra que jamais tu vraiment ouais, beaucoup. c'est Parce la qu'en question que fait, j'allais te poser. c'est des livres qui sont redescendus à un état où, franchement, ils se maintiennent. Et en fait, je pourrais les repimper et les mettre un peu dans le top en mettant de la pub et tout. J'ai pas envie de le faire. Mais voilà, là, ils vont plus trop descendre, en fait. Je pense que voilà, on restera entre 40 et 50 000 € par an, quoi. Et est-ce que ça serait un truc qui serait vendable, tu vois? Ouais, je Maintenant ou pense avant que que ça ça meure, tu serait vois? en fait, ça serait alors, justement, je pense que, les business, donc on peut aller sur Empire Flippers, sur, comment, Dotmarket, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, pour vendre des je me rappelle, j'avais un trou. Donc en fait, ça se vend un compte KDP. Le truc, c'est que les multiples aujourd'hui sont beaucoup moins élevés qu'il y a quelques années. Donc je crois qu'en 2021-2022, c'était le top. On avait des multiples à, x40 le profit mensuel, x40 Waouh. à x45, donc c'était énorme. Aujourd'hui, ça se vend plutôt x20, x25, et 25, c'est des bises en croissance qui poussent bien. Donc le mien, je pense que franchement, vu qu'il est à l'état d'abandon, si j'arrive à en tirer x15 ou x20, c'est le bout du monde, et je préfère en fait Ouais, juste c'est pas attendre parce intéressant. que, enfin, franchement, j'attends Mmh. 3 ans et je les ferai ces x20. Donc voilà, c'est ma décision pour l'instant. Mais oui, en soi, c'est vendable. Quand tu es en croissance, tu peux faire des flips et tout. OK. Moi, j'ai une question, Nico, parce que tu parles de livres et tout, mais je pense que tout le monde se rend pas compte de qu'est-ce qu'un bon livre pour Amazon. En fait, quand tu dis ça, c'est t'écris des romans, t'écris des BD, Mmh. t'écris quoi comme type de livre? Alors du coup, techniquement sur KDP, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut faire, du roman en passant par le guide complet sur la sophrologie. On peut faire un journal intime à compléter. On peut faire un livre-jeu. On peut faire un carnet de coloriage pour enfants. On peut tout faire. Et du coup, ensuite, ça va être tout le temps un jeu de trouver les niches les plus rentables, là où il y a de la demande. Là où on peut attaquer la concurrence, c'est-à-dire avoir un angle marketing qui va
va sortir du lot. En fait, le marché du livre, c'est un marché qui est trop bien parce que c'est un marché qui est atemporel. En fait, on a toujours vendu des livres, on en vendra toujours, ça existera toujours et donc il y a toujours un moyen de se faire une place et il faut juste, en fait, vraiment trouver le nouvel angle parce que les gens ont besoin de nouveautés, et ils achètent des livres, ils en rachètent et donc bah, toutes les années, il y a des nouveaux best-sellers dans toutes les thématiques. Et donc, bah, c'est vraiment un travail de data first. Tu vas trouver les mots-clés qui ont du volume. Ensuite, donc tu trouves une niche qui est rentable, tu te positionnes, tu fais une couverture et un angle bah, qui a un peu jamais été vu dans cette thématique. Et là, tu prends le dessus, tu ranks, etc. Donc, pour répondre à ta question, on peut à peu près tout faire. Et c'est juste qu'il y a des niches qui sont moins rentables que d'autres. Et je pense que les niches, c'est tout le temps un petit peu les mêmes, comme en SEO, comme en édition de site, etc. Voilà, les niches qui sont rentables, c'est voilà, dev perso, santé, on va finance, etc. Et puis il y a aussi toute la partie où vous n'avez pas trop en édition de site, c'est tous les livres pour enfants, les livres jeux, les livres typiquement des cadeaux de Noël, ça marche très bien. Donc voilà, moi c'est ce que je fais principalement. Je fais pas de la fiction, donc je suis pas du tout spécialisé dans les romans et dans comment vendre un roman. Il y en a qui cartonnent, hein. Il y a des gens qui écrivent de la romance et qui ont des collections de dizaines de romans, de romances et qui cartonnent et qui font des millions, etc. Moi, c'est pas du tout mon domaine, c'est plus la non-fiction et les livres jeux, livres pour enfants, livres à remplir. Voilà. Ok, et juste pour savoir, parce que est-ce que tu as moyen de donner dans une niche un exemple, juste pour que les gens se rendent compte, par exemple, tu disais une niche qui marche bien, c'est la niche de la santé. Tu vas par exemple faire un livre, toutes les techniques pour avoir moins mal au dos, par exemple? Bah, alors, du coup, ça, c'est très spécifique. C'est-à-dire que par exemple, tu peux très bien faire un site là-dessus sur le mal de dos, en SEO. Tu peux très bien faire en media buy et cetera, des trucs très, très spécifiques. Sur Amazon, quand même, comme le marché du livre, il est moins gros, tu es obligé de viser un peu plus large. Donc les trucs très, très, très nichés, en général, ça marche pas trop. Genre, si tu fais vraiment un livre très spécifique sur le mal de dos, tu vas peut-être vendre, 1 ou 2 exemplaires par jour, mais pas plus. Par contre, tu vas plutôt, dans la santé, être, du style, je sais pas, sur, les régimes alimentaires, le jeûne intermittent, ou alors un Mmh. truc un petit peu connexe, par exemple, développement perso santé sur l'ikigai, sur le stoïcisme, enfin, c'est les grandes thématiques comme ça qui vont bien marcher. Et donc, après, en général, voilà, les livres, c'est plutôt des livres assez généraux. Et en général, quand on veut sous-nicher, c'est un peu une mauvaise habitude de débutant, ça fonctionne pas trop sur KDP. Parce que juste pour savoir, genre 2 ventes par jour, ça représente combien par mois? OK. Ouais, donc on peut faire, une petite, description un peu de comment ça fonctionne. En gros, sur Amazon, quand tu vends un livre, donc on l'a pas expliqué, hein, mais comment ça fonctionne Amazon KDP, tu tu mets un livre en ligne, ensuite Amazon, c'est un service KDP qui gère tout. C'est-à-dire que le livre est en ligne, une fois que la personne l'achète, Amazon va l'imprimer, donc on parle bien de livres papier. On peut vendre des e-books aussi, mais c'est aussi le livre papier. Amazon l'imprime, l'expédie au client. Toi, tu touches une commission, une royalty, et Amazon, bah, il touche sa part. Et donc dans la part d'Amazon, il y a les frais d'impression, et toi, tu touches vraiment une royalties nette qui arrive sur ton compte. Et donc le coût l'argent que tu vas gagner, ça va dépendre, bah, du prix du livre que tu peux définir. Ça va dépendre du nombre de pages, si tu mets de la couleur, pas de couleur, broché, relié, et cetera. Tu as plein de paramètres. Et grosso modo, en moyenne, un livre, voilà, on gagne à peu près 5 à 6 € net par vente. Donc voilà, si tu vends un livre par jour, bah, tu fais, 6 fois 30 égale, tu sais mieux que voilà, 3 fois 5, 15, 150 balles par mois à peu près, 180 €. Putain, Donc le maths, il est fort, hein. tu vu ça un peu? Calcul mental, j'ai toujours, des latences. Mais en gros, voilà. Et disons que si tu vends 3-4 livres par jour, à 6 € et ben, on arrive presque à un SMIC par mois net, donc aux fameux 1 000 € par mois. Et du coup, c'est un peu la barre symbolique. Moi, je dis souvent: «Faut pas viser un revenu, il faut viser un nombre de livres par jour». Ton but, ça doit être de vendre 3 à 4 livres par jour, et la conséquence de ça, c'est que tu généreras environ 1 000 € par mois. Et tiens, j'ai une petite question qui me vient là, en regardant le top 100. Est-ce que tu vois, Nico, tu vois qui est Philippe Boxeau? Il a fait pas mal de best-sellers. C'est un médecin légiste qui C'est un mec a qui est Ah passé ouais, dans ouais, je crois que je l'ai Légende. vu sur énormément Légende, de non? vues. Bah, c'est le mec, Ouais. c'est presque à lui qu'appartient Légende tellement il est important pour la chaîne. Il a fait exploser Légende à lui tout seul. Et je pense que lui est très, très content parce qu'il a plusieurs livres chez un tout Mmh. petit éditeur en plus. C'est un mec qui est fidèle à son éditeur et je pense que l'éditeur, il a dû être bien content de ce qui s'est passé chez Legend justement. Et ma question, c'est imaginons un Philippe Boxeau par exemple qui est top 100 en pleine période, enfin on va dire même pas top 100, on va dire top 5 ou top 10 en pleine période de Q4. Mmh. Tu as une idée, tu peux nous donner une fourchette de combien est-ce que lui prend dans sa poche potentiellement, même si on sort un peu du KDP, parce que lui, je viens de le Ouais. dire, il a un éditeur, donc c'est différent.
Mais juste, ça, c'est juste par curiosité. Et puis la Bah, question, tu vois, je te la pose aussi par rapport à Inoxtag qui a sorti son. Là, pareil, de nouveau, on est sur un éditeur, mais ouais. étant donné qu'il est positionné sur Amazon, je suis très curieux de savoir si tu as Alors une moi, je idée, peux te quoi. faire un retour d'expérience avec, nous, parce qu'on a été dans le top 100, on a été dans le top 10, j'ai été dans le top 5 et cetera plusieurs fois sur plusieurs livres et donc du coup, un top 100 en pleine période de Noël, ça va facilement faire, 20-30 000, exemplaires vendus. Donc après, selon combien il touche et cetera, on peut estimer. Nous, par exemple, on a, 2 livres dans le top 100 pendant le Q4. Bon, bah, à Noël, on fait, 90 000 € de royalties net et on touche, 6 € par livre. Donc, lu sachant que Inoxtag, par exemple, dans son cas, il était top 1. Donc en fait, entre le top 1 et le top 2, tu sais pas quelle est la différence. Ça se trouve, le top 1, il vend, 10 fois plus que le top 2, Ouais. et donc du coup, on peut pas trop savoir. Mais voilà, s'il oscille, par exemple, Boxo, là, dans le top 10, je pense que c'est des dizaines de milliers d'exemplaires vendus sur Amazon et sachant que pour lui, comme il est pas sur KDP, il est de partout en librairie et tout, ça doit représenter peut-être, 20 des ventes et Ouais. là même peut-être même pas et la plupart des ventes sont faites en direct, en librairie et cetera, à la Fnac. Mmh. Donc clairement, c'est des centaines de milliers d'exemplaires et d'ailleurs, souvent quelques temps après, l'année suivante et tout, tu vois le livre aux 500 000 exemplaires vendus, par Mmh. exemple, on a un cas de, c'est comment il s'appelle le kiné, Major Mouvement. Ouais. Je crois qu'il a bien, bien cartonné. Il était dans le top 100 pendant un moment et pendant quelques mois et puis ensuite, je crois que son livre, il a été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mm. Donc voilà un ordre de grandeur. Pour ces gens-là, qui sont pas auto-édités, mais édités avec des maisons d'édition, qui gagnent que quelques, voilà, les 1 €, 1,50 € par livre, je pense que le gain, c'est quelques centaines de milliers d'euros, et beaucoup, beaucoup de notoriété. Pour nous qui sommes, en auto-édition, avoir un top 100, c'est beaucoup plus de gains parce qu'on gagne, voilà, 6-7 € par livre. Ok. Ça répond à ouais, je sais pas Ouais, si ça ouais, répond à la carrément. Non, question, non, mais ça, c'est toujours ça dur répond. C'est d'estimer, très hein, parce dur parce que qu'on ouais, ouais. c'est sous-éditeur, etc. C'est très différent. Et tu penses d'ailleurs, en parlant de ça, le sujet est intéressant aussi. Je sais pas si tu observes un petit peu. Toi, je sais que bah, sur KDP, ce qui fonctionne, c'est de pousser un livre avec de la publicité. Et après, il y a un petit peu tous ceux qui nous écoutent et qui sont habitués à l'édition de site. Il y a ce côté un petit peu référencement Google Mmh. où progressivement le livre va faire des ventes, donc va avoir des avis, des petites étoiles, des commentaires, etc. Et donc l'algorithme d'Amazon va le positionner, et ce qui fait que derrière, bah, ça fait un peu effet de boule de neige dans l'idée. Est-ce que tu penses que dans certains cas, alors évidemment c'est pas propice à tous les cas, mais est-ce que tu connais autour de toi des gens qui vendent leurs livres grâce à de l'influence? C'est-à-dire typiquement, je sais pas, demain, influence entre très gros guillemets nous concernant, on est un tout petit podcast, mais demain on sort un livre Wizard sur Amazon KDP. Est-ce que tu connais des gens qui vivent, si tu veux, d'Amazon KDP grâce à de l'influence, ou qui, grâce à un podcast, grâce à tu vois, une invitation quelque part, un peu à la Philippe Boxo dans Légende, Mmh. ont réussi à faire exploser leurs ventes, quoi? Alors, ouais, il y a plusieurs stratégies, hein, sur KDP. Tu as la stratégie vraiment SEO pub, interne à KDP, on va dire. Ça, c'est ma stratégie. Donc en gros, nous, on dépend de pas de l'extérieur, voilà, c'est vraiment full Amazon, même si on met en place des stratégies externes, hein, des réseaux sociaux, du SEO Google et cetera, mais principalement sur Amazon et après, par contre, si tu as une grosse audience, bah, là, tu as un gros avantage au niveau du lancement surtout. Parce qu'en fait, Amazon, tu as ce qu'on appelle l'effet lune de miel. Donc quand tu lances un produit pendant, allez, 30-90 jours, Amazon va un petit peu le tester. Donc, lune de miel pour, honeymoon effect pour lune de miel. En gros, c'est un petit peu la lune de miel avec Amazon. Au début, voilà, tout est beau, tout est rose. Amazon te met une sorte de bonus, va tester ton produit un peu comme si tu dans la sandbox, en, En SEO. en SEO et ensuite, bah, va te propulser si tu as des bons signaux. Donc si tu as beaucoup de ventes, beaucoup de commentaires, beaucoup de clics, beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui tapent le nom de ton livre en direct parce qu'ils en ont entendu parler quelque part et du coup, ils font une recherche directe et cetera. Tout ça, ça va être pris en compte et ça va permettre de booster ton livre. Donc, tu vas avoir un avantage sur le long terme. Enfin, sur le lancement, pardon. Par contre, sur le long terme, en général, les livres qui restent, c'est les livres qui sont vraiment conçus pour être positionnés sur un mot-clé. Et c'est un petit peu comme sur YouTube. Tu peux faire une vidéo buzz, genre un vlog, un daily vlog, etc., qui va cartonner parce que tout le monde va le partager. Ça fait un pic et puis après, ça descend. Quand tu positionnes une vidéo sur YouTube qui répond à une demande avec un mot-clé ou t'apporte de la valeur, les gens ils vont la consommer vraiment comme de l'information et du coup, tu vas faire des vues tout le temps et après, tu as vraiment une courbe linéaire des ventes. Donc, quand tu as une audience, tu peux faire des gros pics et beaucoup d'argent, mais après, ça tombe en général. Et quand tu es bien positionné, bah, tu vas peut-être un démarrage plus lent, mais par contre, ça monte dans le temps.
Et alors si tu arrives à faire les 2, c'est rare, mais tu conçois ton livre pour qu'il soit positionné et tu utilises ta notoriété pour le lancer, bah, ça peut cartonner. Typiquement, c'est des admettons, je crois que c'est non, Olivier Seban à l'époque, il l'avait fait avec son livre sur l'immobilier, sur, Tout le monde mérite d'être riche. C'est un livre qui a vendu pendant des années, il était positionné sur investissement locatif, immobilier et cetera. Mais lui, à l'époque, il avait une chaîne YouTube et il a envoyé tous ces gens sur le livre. Il y a quelqu'un qui a fait ça aussi récemment, c'est qui a une chaîne sur le yoga et qui a fait un livre, personal brand yoga, mais ultra bien optimisé pour Amazon avec des gros mots-clés, avec une super couverture et c'est un livre qui a beaucoup, beaucoup vendu pendant longtemps. Donc ça peut le faire, Surtout que mais là, par exemple, Olivier Seban ou peut-être le gars du yoga, je sais pas, mais souvent, c'est ce qu'on appelle des book funnels. En plus de ouais, ça, le livre, c'est juste le pied dans la porte vers quelque chose qu'on va vendre derrière au lecteur, exactement, ouais. qui est bien plus coûteux, enfin voilà quoi, c'est un tunnel à part entière, quoi. C'est ça, bah, en fait, le livre, tu peux si tu arrives à tout, mettre toutes les planètes alignées, ça peut être trop puissant parce que tu utilises ton audience pour pousser le lancement d'un livre. Ce livre, s'il est bien conçu, il va avoir un pic sur Amazon et il va ranker SEO longtemps sur Amazon. Ensuite, du coup, ça attire du trafic en continu et si ce livre, il est bien conçu, bah, les gens d'Amazon vont devenir des leads qui vont rentrer dans ton écosystème et qui vont acheter tes produits plus chers et donc tout ça, ça se nourrit et c'est puissant, ouais. OK. Anto? Ouais. Est-ce que le low content fonctionne encore? Tu vois? Alors, le low content, donc du coup, c'est le fait de donc faible contenu. Donc en français, c'est vraiment les carnets à zéro contenu ou à peu de contenu. Par exemple, tu vas créer un carnet de coloriage, un livre, un journal intime à remplir, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des livres que tu peux créer rapidement en quelques jours, voire quelques heures, tu crées ton livre parce que l'intérieur, c'est vraiment des lignes à remplir et cetera. En fait, pour moi, c'est vraiment le truc parfait pour commencer et pour comprendre comment ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire que tu vas avoir peu de barrières à l'entrée, donc en quelques jours ou quelques semaines, tu peux mettre ton livre en ligne, tu vas faire tes premières ventes, tu vas avoir ce petit déclic de la première vente. Je pense qu'on l'a tous eu, ta première commission, ta première vente, ça te crée vraiment un déclic et tu comprends que c'est possible de faire de l'argent sur internet et ensuite, du coup, bah, si tu as vraiment une stratégie de quantité, tu peux faire, pas mal de ventes, hein. Moi, j'ai fait des dizaines de milliers d'euros avec le low content, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment, créer des livres qui te génèrent plusieurs milliers d'euros par mois et aller plus loin, il faut apporter du contenu. Pourquoi? Parce que, bah, tout le monde peut faire des low content, alors Mmh. que faire un livre avec beaucoup de contenu, il y a plus de barrières à l'entrée, donc c'est plus dur, donc moins de concurrence et donc tu peux le vendre plus cher aussi. Et donc du coup, pour moi, le low content, ça marche encore si c'est dans une optique de démarrer, d'apprendre et de créer un complément de revenu entre, on va dire, entre 100 et 500 € par mois. Si tu veux vraiment aller faire 1 000, 2 000, plusieurs milliers d'euros et te professionnaliser, il faut passer avec des livres avec plus de contenu. Mais plus de contenu, ça ne veut pas dire forcément écrire un pavé de 800 pages, hein, on est d'accord. C'est juste pas un carnet avec, Mmh. juste quelques lignes et quelques mots, qui t'ont mis, quelques heures à créer, quoi. T'as un Voilà. format qui marche bien? Parce que tu dis, c'est pas faire un livre de 800 pages, mais en fait, je pense qu'il faut essayer pour qu'on comprenne bien, c'est quoi à peu près la moyenne? Est-ce que c'est par exemple Mmh. une centaine de pages? Est-ce que c'est des petits livres au final? Ou est-ce que voilà? Mmh. Alors, on va dire qu'un bon je vais prendre un exemple, imaginons tu veux écrire un livre sur la survie. Donc sur le survivalisme, par exemple. Tu pourrais écrire un pavé de 500 pages, sur la survie, qui détaille tout, et cetera. Ça va être très long, très fastidieux, il va falloir se renseigner sur des tonnes de choses, tu vas mettre des mois, et cetera. Ou alors tu peux écrire, par exemple, les 15, clés pour survivre, pour devenir survivaliste, par exemple. Et donc dans ce cas-là, bah, tu vas juste développer 15 points. Tu vas te placer pas en tant qu'expert qui va connaître tout le sujet du survivalisme et qui va t'écrire un pavé, mais comme voilà, je m'intéresse aux survivalistes, je suis un peu une sorte de journaliste, j'ai fait une enquête dessus et ce qu'il en tire, c'est les 15 clés, voici les clés. Donc là, tu vas faire des petits chapitres de quelques pages sur chacune des clés. Tu vas ajouter par exemple des contenus un peu bonus, des liens vers des vidéos, des liens vers des contenus que tu peux faire un petit peu en plus du livre. Et le tout va faire, on va dire, 100-120 pages. Et voilà, tu as écrit un petit guide pratique pour démarrer dans le survivalisme. Donc c'est ça en fait qui marche bien sur Amazon, c'est vraiment des livres qui sont il y a du contenu, mais tu as pas besoin d'être expert total du sujet et il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais OK, trouver une niche et cetera, mais je suis pas expert, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime, j'y connais rien». Justement, si tu te places en tant que un peu journaliste, voilà, j'enquête sur ce sujet, je te donne les clés, c'est pas exhaustif, mon avis est à prendre avec des pincettes et je suis pas en train de te dire que je suis l'expert numéro un.
Si tu te places comme ça et que c'est assumé, c'est OK et les gens, ils aiment bien un peu ce côté retour d'expérience. Un peu comme si tu étais un youtubeur, tu fais une vidéo sur un sujet qui te passionne, tu prétends pas être l'expert numéro 1 et pourtant ton audience, elle te suit et elle aime ce que tu fais. Bah, c'est un petit peu pareil sur KDP. Donc voilà, 100-120 pages, entre 10 et 15 chapitres de quelques pages et c'est très bien. Et du coup, par rapport à ça, alors dans ce cas-là, parce que tu dis, tu pas besoin d'être un ultra expert et tout. À quel point, du coup, tu peux abuser d'une IA, genre un chat GPT, pour lui dire, bah, du coup, c'est quoi, tu vois, typiquement, je reprends ton exemple du survivalisme, ChatGPT, dis-moi, les 15 points essentiels du survivalisme, développe chaque point et tout et puis je fais un livre un peu bancal comme ça, qui va être, bien, mais peut-être un peu bateau, Mmh. fait avec ChatGPT. Est-ce que c'est suffisant pour Amazon? Est-ce que Amazon pénalise ce genre de choses? Est-ce qu'ils vérifient ce genre de choses? Ouais, est-ce qu'il y a des choses à faire comme ça? Alors depuis que l'IA est arrivée sur Amazon, enfin non, dans le monde en général, bah, Amazon a réagi et donc du coup aujourd'hui on doit remplir un formulaire pour indiquer si oui ou non le livre il contient de l'IA. Mmh. Donc quoi qu'il OK. arrive, quand tu as utilisé de l'IA, tu vas devoir le remplir. Donc Amazon va prendre en compte ça et en fait, il n'y a pas de pénalité, particulière qui s'applique, c'est juste une histoire de qualité et d'expérience client. Vraiment sur Amazon, tout est basé sur l'expérience client. Donc c'est un peu le carton d'Amazon, il y a une flèche, mais en fait la flèche c'est aussi un sourire Mmh. et vraiment Jeff Bezos depuis le début, c'est le client au centre. D'ailleurs, il y a même pas mal d'anecdotes où en fait on voit, je crois quand tu suis le chiffre d'affaires d'Amazon, il y a eu un moment où ils ont eu un ralentissement du CA parce qu'en gros, Jeff Bezos a mis en place plein de process et plein de R&D pour optimiser l'expérience client. Pendant quelques années, ils ont été à perte et ensuite ça a permis de devenir l'entreprise qui satisfait ses clients et qui est incroyable et cetera. Donc juste pour montrer le mindset qu'il y a derrière la satisfaction client. Donc si tu comprends ça, tu comprends que peu importe ce que tu fais, le but c'est que le client il soit content. Donc si je pense que c'est comme sur le SEO, sur les sites, si tu ponds du contenu IA tout prémâché, à l'arrache, bah, ton site, ça va pas ressembler à un bon site, ça va peut-être tranquer 3 secondes, mais après ça va tomber. Si par contre tu utilises l'IA comme un outil, que tu vérifies, que tu ajoutes de la personnalisation, que tu rajoutes des contenus, que tu rajoutes une version audio, je sais pas, que tu fais à ton livre en fait, c'est toujours une Ouais, tu histoire à faire un truc propre, en fait. de faire un truc propre et faire un truc qui est pas comme la masse. La masse va faire son livre «Les 15 clés du survivalisme» pondu avec ChatGPT en 3 heures. Si toi, tu y passes plus de temps, que tu rends le truc très, personnalisé, que tu relis chaque point, que tu apportes de la valeur et que quand on lit ton livre, il y a un effet waouh et un effet c'est différent des autres, bah, les gens, ils vont te mettre des bons commentaires et ça sera OK. Et voilà, tu peux faire un livre, full ChatGPT en 3 minutes. Ça va peut-être marcher, mais après tu vas obtenir des mauvais commentaires. Du coup, ton livre, il va déranker et tu auras quelqu'un derrière qui va faire un meilleur livre et qui va prendre la place. Donc Ouais. c'est juste une compétition pour la satisfaction client au final. IA ou pas, on s'en fiche. Ouais, tu vois, moi, il y a ma belle-mère quand elle est partie, faire un voyage, en Corée, elle a acheté un livre genre, je sais pas, les trucs à voir, en Corée, enfin, ou à Mmh. Séoul, je sais plus ce que c'était et en fait, elle a reçu un petit livre et quand elle l'a ouvert, mais c'était nul, c'était vraiment, c'était vide, tu vois? C'était, visiter point 1, tel endroit, le parc machin, mais tu sais, c'était juste une définition Wikipédia de ce qu'était le parc et en fait, elle me le montre, elle me dit: «Il est nul ce livre et tout, je l'ai commandé sur Amazon», et je lui Et dis: tu as «Bah vu que ouais» c'était et un en fait, KDP. j'ai ouvert, bah, déjà, j'ai vu que c'était un KDP et j'ai ouvert, je lui dis: «Tu vu ce que c'est marqué au début?» C'est marqué qu'en gros, le livre, il a été fait en IA, en fait. Elle me dit: «Ah ouais, Bah, c'est pour ouais. ça que c'est nul». La couverture était jolie, mais ça s'arrêtait là. Bah, c'est toujours le même problème, hein. Les gens, ils utilisent des outils qui sont trop puissants pour en faire, un outil qui permet de rien branler, en gros. Alors que c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est enfin, vraiment se dire: «Avant, je bossais X temps, X heures sur mon livre. Aujourd'hui, j'ai l'IA». Faut pas se dire, «Avec l'IA, je vais pouvoir, du coup, bosser, 10 fois moins». Faut se dire: «Avec l'IA, je vais pouvoir faire 10 fois plus de valeur que j'aurais pas pu faire avant». Ouais, Et moi, par exemple, je prends l'exemple des livres pour enfants. Les livres pour enfants, aujourd'hui, tout le monde peut, avec ChatGPT, rédiger plein d'histoires pour enfants. Mais entre rédiger ça, pardon, admettons tu mettais une semaine à faire ton livre pour enfants et puis, aujourd'hui tu mets 3 heures avec l'IA. Bah, en fait, tu gardes une semaine, donc peut-être que l'écriture va te prendre plus que quelques heures avec l'IA, mais le temps qui te reste dans ta semaine, tu vas peut-être avec Eleven Labs, plus Midjourney, plus un outil de montage, créer des histoires animées de tes histoires que tu as rédigées. Tu crées une chaîne YouTube secondaire. Dans tes livres, à chaque fois, tu mets un petit lien avec un QR code vers tes histoires animées audio et là, tu as apporté de la valeur dans ton livre, tu es ah ouais. sorti du lot et
pourtant tu as utilisé de l'IA, mais le client il est content parce qu'il l'aura vu nulle part ailleurs. En fait, c'est toujours le mindset de est-ce que tu apportes plus de valeur ou est-ce que tu, en profites pour en faire moins? Et c'est juste une histoire d'intention, quoi. OK. Là, ça me fait penser, avec le podcast de Hervé, est-ce que tu peux utiliser, par exemple, mélanger, Spider-Man, Pat' Patrouille et tout dans les livres? Alors, tout ce qui est, trademark et tout ça, malheureusement, c'est alors je sais est-ce que tu peux préciser la question ou pas, Parce qu'en Anto? fait, il expliquait Hervé dans son podcast qu'il y avait une époque sur YouTube, vu que les gamins aimaient bien les dessins animés, ils mettaient plein de super-héros dans le même, dessin animé en gros et tu vois, il y avait Barbie qui était avec Pat' Patrouille, enfin tu vois, dans ce délire-là, quoi. Est-ce que tu pourrais pas faire un peu Est-ce ce qu'il y style avait sur il y avait vraiment Barbie et Pat' Patrouille ou c'était des faux Barbie et faux Pat' Patrouille? c'était Parce des que faux, je C'était des pense, faux, mais c'était genre Elsa ils se ressemblaient de. beaucoup, quoi. Voilà, ouais. ça ressemblait beaucoup à Spider-Man, tu vois. C'était un bonhomme en rouge et bleu qui était une araignée, mais t'inquiète, c'était pas Spider-Man, c'était. Bon, bah, je pense que c'est toujours pareil, hein, dans à chaque fois qu'on est au bord de ce qui est possible et légal et tout, Mmh. en soi, si tu utilises Spider-Man, Barbie et tout, c'est interdit parce que c'est juste une histoire de trademark et Mmh. donc tu vas te faire report par, C'est logique, ouais. la marque. Amazon va bloquer ton livre, bloquer ton compte et puis c'est finito. Si tu es, malin et que tu arrives à que ça se ressemble, mais non, bah, il y a des gens qui arrivent à le faire. Mais c'est toujours, le risque Mmh. de tu as fait le truc de trop qui finalement, va te faire clôturer. Donc moi, perso, tous ces trucs-là, je prends vraiment aucun risque parce qu'en OK. gros, quand tu te fais clôturer un compte sur Amazon, c'est définitif, c'est associé à ton identité et cetera. Donc si tu veux rouvrir un compte, il faut rentrer dans des trucs pas possibles et cetera. Enfin bon, Mmh. un compte, c'est précieux. Moi, sur mon compte, je fais que des trucs super, safe et super carrés et donc j'évite tout ça. D'ailleurs, OK. Ouais. précise pourquoi un compte c'est précieux, parce qu'il me semble que si tu te fais bannir ton compte, tu peux, entre guillemets, plus jamais en remonter, sauf avec une nouvelle entreprise, nouveau compte bancaire et tout, c'est En ça? fait, un compte Amazon KDP, il est associé à une entité, physique ou morale et donc du coup, bah, si tu te fais clôturer ton compte, c'est comme si, cette entité n'a plus jamais le droit d'ouvrir un compte. Un peu comme si tu te Mmh. fais clôturer, tu es ban chez Facebook Ads, bah, tu peux plus, ouvrir de compte, et donc du coup, bah, c'est très compliqué, quoi. Ça voudrait dire que, voilà, il faut sortir, des tas de stratégies, machin et tout, enfin, c'est compliqué. Donc juste un compte, c'est précieux, on fait pas n'importe quoi avec. Moi, j'ai le même compte depuis 2019, et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours fait gaffe. Je connais des gens qui se sont fait clôturer. Leur aventure KDP s'est terminée en 3 secondes et c'est horrible. Donc faites vraiment attention à ça. Tous les OK, trucs border, s'il y a un doute, il y a pas de doute. Voilà. OK. ouais. OK. Arthur, tu ton micro qui est cut. Est-ce que tu as vu, Nico, des changements sur KDP ces dernières, depuis le dernier podcast, par exemple? Est-ce qu'il y a plus de compétitivité? Est-ce que c'est devenu plus compliqué? J'imagine que c'est des questions qui Mmh. reviennent beaucoup, mais C'est rigolo que tu dis ça. Hier, j'étais en live avec les membres de mon programme et on parlait justement de ces sujets-là, et en gros, c'est trop intéressant parce que tout le temps il y a Franck qui rigole, je sais pourquoi. Hem et du coup, tout avec ces sujets-là et donc en gros, moi je trouve que depuis 2019 que j'ai commencé, à chaque fois je me dis: «C'est la dernière année pour KDP». En fait, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur en mode, on a des résultats, mais on a eu de la chance et l'année prochaine ça va être horrible et cetera. C'est jamais arrivé, ça augmente de chaque année. Alors cette année, c'est pas la meilleure augmentation par rapport à l'année dernière, mais ça a toujours été en croissance, même s'il y a des super années, des un peu moins bonnes, mais grosso modo ça monte toujours. Parce qu'en fait, on se remet en question et qu'il y a des nouvelles techniques et on se professionnalise. Tout à l'heure, il parlait, Anto, du low content. Aujourd'hui, pour moi, le low content, je le vois comme un tremplin pour apprendre, alors qu'en 2019, il y avait personne et donc du coup, le low content, ouais, tu pouvais faire vraiment beaucoup d'argent avec le low content. En fait, aujourd'hui, il faut juste se monter en compétences. Typiquement, on parle de la pub vidéo. La publicité vidéo, c'est ultra puissant. C'est sorti en 2020, fin 2023, à la toute fin et donc en 2024, il fallait l'utiliser. Ceux qui l'ont utilisé, ils sont sortis du lot. Voilà, typiquement un truc en plus, bah, il faut maîtriser la pub vidéo, faire des petites vidéos, maîtriser le copywriting en vidéo et cetera et il y a pas mal de rumeurs qui disent que, Amazon veut vraiment s'inspirer du format short donc bah, TikTok a inventé le short, après c'est YouTube, après c'est Insta avec les reels et cetera. Bah, probablement qu'il y aura peut-être des shorts Amazon plus tard sponsorisés. Bah, il faudra faire des shorts, sur Amazon pour promouvoir tes livres. Donc en fait, c'est toujours pareil. Si tu as un mindset où si tu saisis les opportunités, tu montes en compétences, tu te reposes pas sur tes lauriers, tu auras toujours de la place. Et sachant que le livre, c'est un truc atemporel, ça fait 4 000 ans qu'on vend des livres, on en vendra encore dans 4 000 ans.
et du coup, peut-être pas sous la même forme, mais en tout cas, si tu es prêt à te remettre en question, c'est OK. Mais du coup, pour un débutant, ça veut dire, tu vois, tout ce que tu es en train d'expliquer, l'arrivée du potentiel des shorts sur Amazon, l'arrivée du format vidéo en publicité, le fait que le low content, qui était un business en soi, soit devenu un tremplin, mais plus un business en soi, finalement, les choses, de manière assez naturelle, sont complexifiées. Quelqu'un qui est complètement du pair et qui arrive aujourd'hui dans le business Amazon KDP, c'est plus difficile de se lancer, de faire les choses bien aujourd'hui que ça ne l'était il y a 4 ans, quoi. Moi, pour être 100 net, la réponse, c'est oui, mais j'imagine que c'est Bah, pareil c'est dans tous tous les les business, quoi. business. C'est Bah, Bien ouais, comme bien sûr. sûr, vous, hein. comme dans tous les Ouais, business ouais. et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça, moi, les gens, je leur dis: «Écoutez, si vous voulez vous lancer sur KDP, faites-le, persévérez et choisissez KDP et si vous voulez pas, Mmh. prenez un autre business, en fait». Parce que, en fait, dans tous les business, il y a des avantages et des inconvénients. Ce qui compte, c'est de choisir les avantages et les inconvénients avec lesquels tu es confortable. Une fois que tu as choisi, bah, reste persévérant et Mmh. focus Mais et il voilà, y a c'est un tout, très hein. bon truc pour imager ça, en fait, et je pense que les gens qui écoutent ce podcast se reconnaîtront. Mais il y a que c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure par rapport à ChatGPT, j'ai trouvé ça super pertinent et de toute façon, c'est exactement la même chose en SEO. C'est ce que vous faisiez hier, vous-même. Si aujourd'hui, ChatGPT, c'est juste un moyen de déléguer ce que vous étiez en train de faire hier, et donc de gagner du temps, c'est que vous l'utilisez de la mauvaise des façons. Si vous bâclez ce que vous faites, vous n'aurez pas de résultat, quoi. Et ça, peu importe le business, nous, on le voit dans l'édition de site, c'est exactement pareil et c'est partout pareil, en fait. À part Et je pense peut-être pareil, sur des tout e-commerce, petits business au début. imagine, e-commerce, par rapport à il y a quelques années, mais ça n'a rien à voir avec les millions de gens qui se lancent dans le e-commerce et cetera. Enfin, c'est mais est-ce qu'on peut pas faire d'argent en e-commerce? Non, on peut réussir en e-commerce. En fait, tu peux vraiment réussir partout. Faut juste choisir le business qui te plaît le plus, tout simplement. Pour moi, KDP, c'est le business parfait si tu veux te lancer sans risque, parce que tu as pas de marchandises, à payer, tu as très peu de frais de départ, tu peux tester rapidement, facilement, tu pas obligé de quitter ton job, tu pas de SAV, tu pas de clients. Pour moi, c'est vraiment les mêmes avantages que l'édition de site, sauf que l'édition de site, il y a un côté un peu plus geek parce que, bah, tu crées des sites et cetera, il y a un côté technique, alors que KDP, il y a un côté plus créatif. Pour moi, édition de site, KDP, je les mets au même niveau, de critères business. Juste, il y en a un, c'est plus créatif, l'autre, c'est plus geek, tu vois? Et par exemple, typiquement, si tu veux te lancer sur le e-commerce, bah, il faut beaucoup plus aimer gérer les stocks, gérer des trucs et cetera. Tu as d'autres avantages, d'autres inconvénients. Donc à vous de choisir votre business, c'est compliqué de partout parce que, bah, plus de gens se lancent sur internet tout simplement qu'il y a 10 ans et c'est normal, quoi. C'est comme aujourd'hui, si tu te lances, je sais pas, tu fais du business web 3, bah, il y a 1000 fois moins de concurrence que dans le web 2, donc sur internet, mais c'est beaucoup plus risqué, c'est la jungle, c'est compliqué, on n'y comprend rien et peut-être dans 10 ans, tout le monde fera des business web 3 et bah, ça sera plus compliqué de se lancer dans le web 3 dans 10 ans, mais on pourra le faire quand même, quoi. C'est toujours pareil, hein. Hem, depuis tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que tu dis que tu fais de la publicité, qu'il faut faire de la publicité, que maintenant il y a les publicités vidéo et tout. Mais du coup, de ce que je comprends, ça veut dire que tu es obligé pour que ça fonctionne, KDP, de faire de la publicité? Ou est-ce que tu as moyen de faire du KDP SEO, on va dire? C'est-à-dire, sans investir d'argent, juste tu crées ton livre, tu fais une jolie couverture, je suppose que tu penses à ton titre, peut-être qu'on parlera un peu plus du SEO, KDP tout à l'heure, mais Hem, est-ce que juste ça, ça peut être suffisant et sans avoir la puissance d'une communauté, hein, je parle vraiment de juste Mmh. Amazon? Ou est-ce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied et que la publicité, ça représente quand même, une force tellement importante que tu es obligé de l'utiliser? En fait, pour moi, soit tu investis du temps, soit tu investis de l'argent. Donc, de toute façon, c'est pareil dans tous les business. Si tu, veux te lancer, tu as un peu d'argent, tu mets de la publicité, ça ira plus vite et donc du coup, bah, tu vas, faire tes premières ventes et cetera. Tu as une boule de neige qui va se mettre en place. Si tu as 0 argent, mais que par contre, bah, tu as du temps pour toi et tu es capable d'attendre un peu plus longtemps, bah, tu vas pouvoir utiliser d'autres stratégies, mais il faudra mettre des efforts. Donc il faudra peut-être créer du SEO Google, aller faire des contenus sur TikTok, aller faire des contenus pour alimenter ton livre. Mais si tu alimentes pas ton livre de trafic, il se passera rien, tu vas juste tomber au fond d'Amazon. Exactement quand même comme en SEO, je pense. Si tu as du temps, bah, tu rédiges des articles, tu fais du contenu, tu fais de la présence sur les réseaux, tu nourris ton site, etc. Et si t'as pas, et si tu es pressé, bah, tu achètes des liens, tu achètes du trafic, etc., quoi. C'est un peu la même chose. Donc si tu fais rien, que tu mets ton livre, t'attends, il se passera rien. Et à toi de choisir ce que tu mets dedans, de l'argent ou du temps, quoi. Ouais, il y a pas de miracle. En gros, tu as beau faire le Mmh. meilleur livre du monde sur un sujet, si juste tu Ouais. le pushes comme ça,
Ça peut C'est arriver dans certaines thématiques, par exemple, admettons, je sais pas, cette année, admettons, il y a une nouvelle trend qui sort et du coup, personne l'a encore fait sur, KDP. Donc tu as une trend que tu vois arriver sur YouTube et cetera, une nouvelle mode dans la société et cetera. Bah, là, tu peux le faire parce qu'il y aura vraiment personne. Mais dans 95 des thématiques, comme il y a du monde, qui occupe la page numéro un, bah, si tu veux passer devant, il faut soit mettre du temps, soit mettre de la pub, quoi. Et par contre, ça arrive, hein, que, nous, on s'est lancé sur certaines thématiques où il y avait vraiment personne et du coup, bah, on met le livre le jour un, il fait des ventes. Toute la semaine, il fait des ventes et alors après, on a lancé des pubs parce qu'on veut accélérer et qu'on a envie d'aller vite. Mais en soi, si on avait laissé faire, on aurait pu, sans aucun argent, faire pas mal de ventes. Donc ça arrive, hein, il y a encore des niches comme ça, il faut juste les trouver et encore une fois, bah, il faut passer du temps finalement à trouver ces à petites trouver niches la pépites, trend. quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, du coup, Exactement, ouais. c'est pareil que nous dans le business. En fait, c'est parce que si Amazon n'a rien à présenter à part toi, bah, il a pas le choix, en fait, il te présente Bah, ouais, toi. ouais. Comme Ah, avec tu as un des niches, site, pour Google, si tu es le 1er arrivé, qu'il a rien à mettre en face, bah, toi, tu mmh arrives avec ton petit site, il a beau être pas ouf, aucune présence nulle part et tout, bah, juste il va se dire: «OK, lui, il parle de ce sujet, c'est nouveau, il y a que lui, bah, je suis obligé de le mettre premier quoi». Bah, typiquement, je me rappelle, en 2023, à l'époque c'était les NFT, c'était quoi? C'était en 2023 ou 2022? Peut-être, 2022? 22, je 22, je pense. pense, ouais. Ouais et ben, je me rappelle, il y avait la niche NFT, elle existait pas du tout sur Amazon, mais vraiment il y avait zéro livre et je connais quelqu'un qui a mis plusieurs livres sur les NFT, et boum, il a fait des tops, sans pub. Tu vois? Typiquement, il a pré-shot la trend et du coup, bah, ça, il y en a toutes les années, hein, des thématiques comme ça. Donc si tu es malin, tu peux y arriver sans pub, ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que ça pourrait être cette année, mais je vois pas de truc, mais Et en il y a effet, aussi tous une les ans, il y technique, a des nouveaux trucs, ouais. petite technique, nous qu'on utilise et que j'aime bien, c'est des fois, par exemple, admettons, tu vas avoir beaucoup de produits, tu vas avoir un nouveau produit e-commerce qui est associé à une nouvelle thématique, bah, qui pop en pub et cetera. Tu peux regarder si ça pourrait s'adapter en livre et des fois, c'est pas encore fait en livre. C'est-à-dire que des fois, même si on connaît la thématique, elle est connue en e-commerce, elle est connue sur Amazon FBA en vente de produits, elle est connue sur YouTube, mais il y a encore personne qui l'a fait sur KDP, par exemple. Et donc, bah, du coup, là, tu peux le faire sur KDP. Donc toujours profiter d'un petit temps d'avance. OK. Voilà. Ça peut bien fonctionner et si tu fais ça et que tu as de la pub, alors là, par contre, c'est royal. Ouais, donc par exemple, pour prendre un exemple, mais au début des formats short, si toi t'arrivais et que tu faisais un livre, «Comment percer sur les réseaux sociaux avec les formats short» et qu'il y avait Mmh. aucun livre qui était écrit là-dessus, Carrément, ouais, bah, hop, ça tu peut pouvais marcher, ouais. direct, te positionner. 100 ouais. Ou tu vois, agence SMMA, machin, enfin toutes les trends business et Ouais, tout, ouais, c'est tu vrai, peux ouais. très bien le faire, ouais. Parce OK. qu'en plus, le truc, c'est qu'Amazon tu as aussi une stratégie, c'est de ranker sur Google. C'est-à-dire qu'Amazon, il rank bien sur Google, vu que le Mmh. nom de domaine Amazon est très puissant. Donc quelqu'un qui va taper, tuto agence, SMMA, par exemple, à l'époque où c'était pas connu, bah, si tu avais écrit un livre, le guide de l'agence SMMA, bah, il pop sur Google et du coup, tu fais des ventes depuis Google aussi. Donc Ouais, ça OK. peut faire fonctionner. OK. Mmh. Est-ce que tu penses juste que le marché du livre parce que tu vois, moi, j'irais pas chercher en tout cas un tuto SMMA sur Amazon ou même si j'ai Mmh. compris que ça pouvait pop sur Google et cetera. Tu penses que le marché du livre en général, c'est un marché qui est toujours en croissance ou assez stable? Ou est-ce qu'avec les nouvelles générations qui sont de plus en plus, fumées par les shorts et cetera, c'est, finalement un marché qui est en train de décroître un peu? Enfin, je Bah, les alors du coup, je pense que tout dépend des thématiques. Tu dois avoir des thématiques dans le livre qu'on voit de moins en moins, des thématiques qu'on voit de plus en plus. Typiquement, le cas parfait, c'est la niche des livres pour enfants, donc qui est très, très, très vaste, hein, il y a tous les livres possibles. Ça, c'est une niche qui cartonne, mais chaque année, toujours plus. Parce que, bah, en fait, même si, les livres pour enfants, c'est très classique, les parents achètent de plus en plus de livres pour enfants, ils veulent de plus en plus éduquer leurs enfants. Il y a le côté, les écrans, c'est bien, mais, avant quelques années, bah, c'est très nocif. Donc du coup, le format livre reste et donc, tu as des thématiques comme ça où le marché il est en croissance de 10 par an depuis des années. Et non, donc pour moi, ça dépend des thématiques, mais globalement, le marché du livre, il est toujours en croissance. C'est pas un truc qui explose, mais c'est une croissance lente et stable. Et en fait, ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet, Lindy, il me semble. C'est quand, un truc existe depuis longtemps, il a le plus de chances d'exister encore longtemps. Typiquement, la roue, donc faire une roue, c'est une technologie qui existe depuis, 10 000 ans peut-être, je sais pas, qui a été inventée en Chine, je sais pas quand. Bah, il y a de grandes chances que dans 10 000 ans, il y a encore des trucs qui aient des roues. Alors que le hand spinner, ça a été inventé, récemment, bon, bah, on n'entend plus parler de hand spinner. Donc plus un truc existe depuis longtemps, plus il a de chances d'exister pendant longtemps. Et typiquement,
Amazon KDP, c'est un business qui se repose sur l'effet Lindy, c'est-à-dire on vend un truc, ça existe depuis les papyrus, depuis, moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc tu as grande chance que on vende encore des livres dans 10 ans, 500 ans, dans 1000 ans, peut-être une autre forme, mais on le vendra quand même, quoi. OK. Anto? Ouais. Est-ce que les avis sont importants et si oui, est-ce qu'il y a des astuces pour en avoir? Alors oui, les avis sont très importants. Donc bien sûr, comme, dans de partout, bah, avoir des étoiles, de la preuve sociale, ça fait vendre. Plus tu as de preuves sociales, plus tu vends. Si tu as pas de preuves sociales, bah, c'est louche, les gens ils vont cliquer, mais ils vont pas acheter. Et après, est-ce qu'il faut en avoir beaucoup, beaucoup? Pas forcément. Alors du coup, bah, il y a des techniques pour avoir des avis, hein. Typiquement, tu peux juste je te donne une petite technique, un petit tip sur la vidéo. Tu peux demander à ta famille, par exemple, de mettre des avis. Donc tu en vas pas en obtenir beaucoup, mais aux gens que tu aimes bien. C'est autorisé par Amazon, ça te permettra pas d'en avoir beaucoup, mais déjà c'est un bon début et si tu veux lancer ton livre, voilà, tu trouves quelques potes ou quelques personnes de ta famille, tu mets 3-4 avis, tu auras un peu de preuve sociale et déjà tu vas pouvoir te lancer, Que comme ça. donc juste tu leur dis d'acheter ton livre, ils Voilà, reçoivent le livre et quand ils ont reçu le livre, du coup Amazon dit, «Notez le livre» et là ils notent. exactement, tu fais ça, c'est autorisé si tu le fais pas de manière industrielle avec, 500 amis, mais si tu fais ça, un petit peu en mode: «OK, soutenez-moi, j'ai lancé un livre», tu peux le faire, c'est autorisé par Amazon et après tu as plein de stratégies, que tu développes après pour avoir des commentaires, mais ça c'est quelque chose de plus avancé. Moi j'avais vu des techniques un peu, black hat avec des espèces de groupes Facebook de gens qui s'échangent, Ouais. des trucs comme ça. Est-ce Ça, que c'est c'est chaud ça? bah, en fait, le truc, c'est que tu as plein de gens qui le font, tu as plein de gens qui passent à travers les mailles du filet, mais moi, régulièrement, je vois des gens qui, se font clôturer des livres ou alors, des livres qui sont dans le top et puis ils disparaissent et livres indisponibles, donc tu sens qu'ils ont eu un problème avec Amazon. Notamment en Italie, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup. Il me semble qu'il y avait un formateur, KDP italien qui avait un service comme ça, qui faisait payer les reviews et tout ça et du coup, il y a plein de personnes qui se sont fait clôturer des comptes. En fait, on a vu plein de livres italiens et je crois que Ah c'était ouais. en mi-2024, des livres d'auteurs KDP italiens, mais traduits en France, donc ils étaient bien sur Amazon FR, mais quand on cherchait en Italie, ils avaient plus de commentaires et ça se voyait que c'était des Italiens qui avaient traduit leurs livres et typiquement, il y a plein, plein de ces livres qui ont été supprimés, donc Amazon, il fait la chasse à ça, c'est très border et encore une fois, moi, toutes les techniques border pour le compte KDP, j'évite parce que même si c'est un peu plus long, bah, au final, mieux vaut rester des années et gagner un petit peu moins que de faire un pic, pendant un an et puis se faire clôturer son compte, quoi. Par contre, indirectement, ça veut dire qu'ils avouent d'eux-mêmes que c'est un gros point de leur algorithme. Parce qu'ils feraient pas autant la chasse à ça si ça avait pas un impact fort, je pense. Bah, en fait, le truc, c'est que même au-delà de l'impact sur l'algo, en fait, les gens sur Amazon, ils font principalement leur choix avec les avis. Mmh. Donc plus tu as d'avis, plus tu vas être confiant et comme l'algorithme, il est quand même basé sur le taux de conversion, si tu as 2 produits, qu'il y en a un, il clique et il vend, l'autre il clique mais il vend pas, bah, Amazon va mettre en avant celui qui clique et donc du coup, bah, ça avantage de manière déloyale, en fait, celui qui a payé les commentaires. Ouais. Ouais, c'est problématique pour Amazon, quoi. En fait, ça crée de l'insatisfaction client chez Amazon, donc ils aiment pas ça du tout, quoi. Et juste dans les commentaires, pour, vraiment faire un truc sur, ce point commentaire qui a l'air quand même assez important. Est-ce que si les gens qui laissent des commentaires, par exemple, marquent juste, «super livre», bon, bah, le commentaire, c'est bien, il est pris en compte. Mais si, par exemple, ils disent, «super livre pour enfants parce que mon enfant, il a fait ça», tu sais, qu'ils rajoutent un peu des mots clés et Mmh. tout, est-ce que ça a plus de valeur ou est-ce qu'on s'en fout? Bah, en fait, ça a, plus de dans le sens, les mots-clés, c'est important pour les commentaires, ça fait partie, mais c'est pas non plus le truc, game changer dans le sens, OK. tu mets plein de commentaires, avec des mots-clés, c'est pas ça qui va te faire, full ranker. Donc ça fait partie de plein de critères, l'algo, il est un peu mystérieux, hein, il y a une somme de critères, ça en fait partie, mais c'est pas que ça, quoi. OK. Et juste pour, pousser encore le vice du truc, il y a des commentaires maintenant, où tu peux mettre des photos ou des vidéos. Est-ce que ça, Mmh. de ton point de vue, c'est pareil, c'est plus Bah, pour moi, important c'est ou? aussi une histoire de preuve sociale, c'est-à-dire que OK. quelqu'un a un livre où il y a pas mal de photos, des vidéos, va pouvoir se faire plus un avis, du produit. Il va se dire: «Il y a des vrais gens qui l'ont eu, on voit le livre et cetera, c'est pas juste une page Amazon Mmh. où finalement l'auteur, il peut juste me raconter ce qu'il a envie», Ouais. donc ça crée plus de confiance. OK. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir un budget à investir quand on démarre sur KDP? Il y a besoin d'avoir, un petit Mmh. budget? Faut prévoir quoi? Bah, moi je trouve que KDP, pareil, donc toujours une histoire de c'est bien d'avoir un petit budget, mais c'est vraiment ça fait partie des business où tu as le budget minimum requis, tu vois, pour te lancer.
On va dire, tu comptes 100 à 200 € pour quelques outils. Typiquement, un outil, Canva pour, faire, tes couvertures, tes intérieurs. Un outil où tu vas prendre 1 ou 2 mois, de l'outil Helium 10 pour, étudier tes mots-clés. Enfin voilà, quelques outils comme, on peut démarrer en SEO et ensuite, bah, si tu as du temps, ça s'arrête là. Tu peux faire de l'argent tout de suite sans vraiment dépenser et puis si tu veux avoir un petit budget minimum en pub, moi je conseille d'avoir, 5 € par jour pendant 2 3 mois, donc de Mmh. prévoir 400 500 €. Donc on va dire, si tu as entre 500 600 € de côté et que tu veux te lancer dans les bonnes conditions, c'est suffisant pour faire des choses, pas besoin de plus. Mmh. Contrairement à un business où tu devrais acheter du stock, créer un site, investir massivement dans la pub avant d'être rentable et cetera. Là, tu peux vraiment démarrer avec peu. Après, démarrer avec, 1 €, c'est compliqué aujourd'hui, dans n'importe quel business, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense à assez comparable avec l'édition de site. Peut-être, l'édition de site un peu moins, de budget, enfin, tu as pas vraiment de budget pub si tu fais tout à la main, mais finalement sur KDP, tu peux le faire pareil aussi. Mais vous, un nom de domaine, un site et cetera, c'est un Bah, peu nom de pareil. domaine, hébergement et après, c'est du jus de cerveau, du jus de C'est coude, comme ça, on ouais. dit, de l'huile de coude? De l'huile de L'huile coude, de ouais. coude. De l'huile de coude, du jus de coude. Anto? Est-ce qu'à la longue, c'est pas un métier entre guillemets «un peu chronophage»? Un peu trop chronophage? KDP, tu veux dire de manière Ouais. générale? Bah, chronophage, oui et non, dans le sens, je pense que comme n'importe quel business, tu as un peu de travail de maintien. Tu as aussi un travail de création et du coup, si tu veux t'arrêter à générer 200 300 500 € par mois, bah, tu peux t'arrêter et puis si tu veux aller plus loin, par contre, ouais, il faut travailler, Mmh. en permanence. Après, pareil, une fois que tu commences à générer des revenus, tu peux déléguer plein de parties. Tu peux, par exemple, déléguer, la mise en page, tu peux déléguer la rédaction, tu peux, trouver un graphiste qui va t'aider dans la couverture, donc tu peux déléguer plein d'aspects, Ouais. réinvestir dans ton business mais grosso modo, j'ai envie de dire, ça tout dépend de quelle implication tu veux mettre dans ton Mmh. business. Moi, en général, je dis: «Si tu as 2 heures par jour à consacrer, tu peux en une année, bah, voilà, en vivre si tu fais bien les choses». Moi, c'est ce que j'ai vu chez des membres motivés. 2 heures par jour, voilà, en travaillant intensément, en une année, ils arrivent à en vivre. Et donc je pense que c'est à peu près ce que demande, n'importe quel business pour vraiment quand tu veux t'impliquer et vraiment avoir des résultats. Les grandes étapes, un peu une sorte de masterclass des étapes à développer pour créer un livre qui marche bien. Bah, du coup, ouais, je peux te développer un peu la méthode que j'ai appelée RDP, qui te permet, enfin, c'est la méthode pour lancer un livre et qu'il soit best-seller sur Amazon. Donc déjà, la première étape, c'est la recherche de niche. Donc tu vas avoir vraiment un travail en amont à faire sur trouver la bonne thématique qui soit rentable, c'est-à-dire où il y a de la demande, il y a des ventes, il y a du volume. Donc le but, c'est de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome de l'auteur maudit, où tu vas écrire le livre qui te plaît, mais qui plaît à personne, il y a pas de demande, tu sous-niches et puis tout le monde s'en fiche et peu importe si ton livre c'est le meilleur, personne n'achètera. Donc voilà, valider la demande. Donc là, tu as tout un aspect technique un peu SEO, voilà, de savoir étudier la demande sur Amazon, combien vend un livre, combien vend la concurrence, combien je vais m'attendre à vendre par jour si jamais j'arrive à ranker et cetera. Une fois que tu as trouvé ta thématique, tu vas réfléchir sur ton positionnement, donc ça fait partie de la recherche, c'est-à-dire dans cette thématique qui vend, comment je me positionne, quel est mon avatar, quelle est ma cible. Et une fois que tu as ce positionnement un peu original, tu passes à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est disrupter ton marché, c'est-à-dire créer principalement une bonne couverture qui sort du lot. La couverture, c'est vraiment 80 de la vente parce que les gens, bah, ils scrollent sur Amazon, il y a plein de livres, il y a plein de couvertures. Donc, il faut créer une couverture qui répond à certains codes sur Amazon, et qui est bien visible, qui est bien lisible et cetera. Et donc voilà, créer une couverture qui sort du lot. Et une fois que tu as fait ça, en fait, tu as fait les principales étapes pour vendre, c'est-à-dire, bah, tu as de la demande et puis tu as un livre qui sort du lot et qui va cliquer quand les gens vont le voir. Et maintenant, il faut que les gens le voient et donc pour ça, il faut réussir ton lancement. Donc préparer une équipe de lancement, avoir des commentaires au début, avoir des ventes au début et propulser ton lancement, donc RDP et propulser. Et une fois que tu as ta demande qui est validée, tu as disrupté ton livre avec une bonne couverture principalement par là et que tu as réussi ton lancement, ton livre il est parti et là maintenant, bah, tu as la pub qui va maintenir les ventes sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes étapes. Donc les 3 choses à connaître techniquement, c'est étude de niche, mots-clés et cetera. Ensuite couverture, création de couverture et puis ensuite, réussir le lancement et comprendre l'algorithme d'Amazon, au démarrage du livre.
Alors malheureusement, tu peux pas parce qu'en fait, contrairement à, par exemple, si tu vends un produit e-commerce, tu vas pouvoir, avoir plein de variations, plein d'images et cetera. Si tu fais une vidéo YouTube, par exemple, tu peux, avoir plusieurs miniatures, tu peux beaucoup, beaucoup tester, en fait, sur internet. L'inconvénient de KDP, c'est que tu peux pas vraiment tester parce que en fait, on est vraiment quand même en train de vendre des livres. Un livre, c'est un code ISBN, donc c'est le numéro qui matricule le livre. Tu peux pas faire n'importe quoi avec le livre et donc quand tu vends un livre, bah, tu vends le livre finalisé, quoi et donc il faut bien préparer en amont ta couverture et pas se louper parce que si tu le vends et que tu dis: «Bah, la couverture fonctionne pas, je veux par exemple publier 2 livres identiques et j'ai les 2 mêmes couvertures», bah, ça c'est interdit par exemple sur Amazon. Tu peux pas dupliquer le contenu et avoir plusieurs couvertures pour un même livre. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître les codes en amont et pas se louper pour que quand tu publies ça cartonne bien. Donc ouais, difficile d'A/B tester, c'est plus l'expérience qui fait et les lancements successifs où tu comprends un petit peu à chaque fois, Mmh. les critères, quoi. L'étape, tu as parlé du choix de la niche, Nico. C'est une étape, j'imagine, importante comme dans la majorité des business en ligne. Il y a Mmh mh. des outils aujourd'hui qui te permettent de bien choisir, ta niche. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu définis si une niche, est une vraie niche à potentiel ou si on part sur le mauvais truc, quoi? Ouais. Alors l'outil principal, que j'utilise, c'est Helium 10, donc c'est l'équivalent du SEMrush ou Ahref en SEO, mais version KDP. Donc c'est OK. l'outil qui permet d'avoir toutes les datas sur Amazon. Donc cet outil, il est ultra vaste, on peut tout savoir, on peut connaître les trends, les mots-clés, les concurrents et cetera et ensuite, bah, il faut, se débroussailler un peu tout ça et donc typiquement, bah, pour savoir si une niche est intéressante, il faut qu'il y ait assez de demandes donc, bah, moi, je donne certains critères par rapport à Helium 10 minimum pour atteindre cette demande et il faut étudier la concurrence et ça, c'est principalement, bah, regarder les concurrents et savoir quel positionnement tu vas avoir par rapport à eux. Donc moi, j'ai pas trop de critères, s'il y a tant de concurrents, s'il y a tant, de personnes sur la niche, alors j'y vais pas parce que c'est trop concurrentiel. C'est plutôt si j'ai une idée dans ma tête de comment je vais disrupter mon marché, comment je vais avoir un nouvel axe, j'y vais si la demande est validée. Et en fait, il faut pas avoir peur de se lancer dans un truc concurrentiel, parce que si tu as le bon positionnement, la bonne couverture et que tu sors du lot, même dans une niche concurrentielle, tu vas vite cliquer, l'algorithme il va vite le voir, il va vite te mettre en avant et tu peux passer devant les autres. Donc ça c'est un truc aussi intéressant avec KDP, c'est qu'il y a de la place pour, tout le monde. Alors pas tout le monde en même temps, mais n'importe qui peut créer un best-seller du jour au lendemain parce que tu as le bon alignement Mmh. et Amazon va te mettre en avant. Alors que peut-être que, dans des niches plus saturées, dans d'autres business, bah, en fait, tout est pris par tout le monde et ça va être compliqué. En fait, les gens aiment la nouveauté dans les livres et donc un truc nouveau, peut bien cartonner rapidement. Donc OK. principalement Helium 10, pour te répondre, techniquement, ouais. OK, ça marche et j'ai l'impression qu'il y a aussi ce parallèle avec l'édition de site où, tu vois, dans l'édition de site, de plus en plus, nous, quand il y a, on va dire, aux alentours de 2014-2015, c'était un peu la course à qui va produire le plus de sites et on avait, des dizaines et des dizaines et des dizaines de sites monétisés en parallèle, qu'on alimentait, un peu comme on pouvait, tu Mmh. vois? Mais en parallèle. Là où aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'avoir, d'avoir une stratégie de ce type et où nous, en tout cas, ce qu'on prône, c'est justement aller vers la qualité et faire en sorte d'avoir des sites, qui sont des sites quali sur lesquels on se concentre et cetera et j'ai un peu l'impression que c'est une problématique, si c'en est une, qui est aussi là sur KDP, où il vaut Mmh. mieux avoir un ou 2 livres très quali sur lesquels on va vraiment passer du temps que d'avoir, d'en lancer en boucle et de faire du volume, et finalement pour scaler et ma question, c'est ça, quand on est à ton étape, Nico, et qu'on veut scaler sur Amazon KDP, c'est quoi la solution? C'est justement d'avoir des process qui te permettent d'avoir un maximum de livres très quali et de les multiplier ou c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, alors du coup c'est intéressant parce que justement ça fait partie un petit peu, bah, peut-être du bilan de 2024 et de parler de nos stratégies 2025. Plus pour ouvrir un petit peu, bah, cet épisode de podcast et aller plus loin. C'est que, moi je pense vraiment que pour débuter et on va dire jusqu'à même, 100 000 € par an de royalties, il faut se concentrer sur peu de livres. Il faut faire peu de livres, très bien et viser des tops et viser des livres Mmh. qui cartonnent Ça et veut du dire coup quoi peu de livres dans ta tête? C'est peu de combien? livres, c'est-à-dire, pour moi, si tu fais, 3 livres dans l'année, un livre par trimestre, c'est largement suffisant.
OK. Bah, pas voilà, enfin voilà, 90 jours, un livre, c'est très bien. Ensuite, si tu, donc ça va si tu le fais bien, ça peut te permettre largement de vivre de KDP, voire d'aller jusqu'à, 100 000 € de royalties par an. Ensuite, si tu veux vraiment aller plus loin et péter les scores, là, tu es obligé d'aller soit te confronter, bah, déjà de traduire tes livres, donc tu vas te confronter aux autres marchés. Donc finalement, quand tu traduis et que tu fais de la pub un peu de partout, bah, c'est comme si tu avais plus de livres. Tu as les livres en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et cetera, au UK et aux US. Donc tu as une plus grosse bibliothèque à gérer et puis aussi, ça va passer par aller dans d'autres niches. Mais ça, c'est pas forcément ce que je préfère parce que j'ai l'impression que tu le dilues un peu, mais c'est plutôt une fois que tu as une thématique que dans laquelle tu as des best-sellers, c'est vraiment de dominer ta niche et d'aller t'auto-concurrencer et d'aller créer d'autres livres autour de toi, qui vont pas être exactement les mêmes, mais qui vont être dans la même thématique avec un autre axe pour que tu puisses occuper toute la niche. Et donc ça, c'est un peu l'erreur qu'on a fait en 2024, c'est qu'on n'a pas publié assez. On a essayé plutôt de booster les livres qui avaient déjà marché pour nous, ce Mmh. qui a été, bien parce que, bah, du coup, voilà, les livres, ils sont toujours là, ils vendent toujours, on a même fait un peu plus d'argent, mais on aurait clairement pu, faire beaucoup mieux si on avait publié, 2 fois plus de livres. Et donc là, typiquement, cette année, avec mon associé, on a déjà prévu toute notre calendrier de publication pour toute l'année et on a déjà notre équipe qui bosse sur les livres qu'on vendra en Q4 2025. Et donc oui, là, ça passe par créer plus de livres et aussi attaquer plus le marché, anglophone. Et d'ailleurs, c'est un truc que tu m'avais tout le temps dit, hein, autoconcurrence-toi, crée plus de livres et vous l'avez fait beaucoup en SEO, à votre époque et tout, de vous autoconcurrencer et je pense que ça, c'est un truc, c'est l'étape d'après pour vraiment, aller plus loin, quoi. Mais quand tu es débutant, ça sert à rien, tu es en train de te défocus et tu as pas assez de recul pour le faire, Mmh. pour moi. Il y a un point dont on n'a pas encore parlé et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas du tout Amazon KDP, c'est assez, enfin, il y a un truc que qu'on se dit: «OK, business du livre», on pense forcément à tous les auteurs, parce qu'on le sait, on l'imagine, il y a énormément de gens, qui aiment écrire, par exemple, qui aiment écrire des livres, qui aiment écrire des romans sur des histoires fictives ou pas, et qui sont, j'imagine, frustrés parce que c'est des gens qui souvent n'arrivent pas à se faire éditer, pardon, Mmh. et qui, ne sont pas nécessairement bons sur tout ce qui est, promotion, marketing et cetera. Et du coup, toi, je sais que c'est quelque chose auquel tu te confrontes, en créant du contenu sur Amazon KDP, c'est tous ces auteurs, que toi tu les appelles les «auteurs maudits» entre guillemets, Mmh. qui, cherchent en fait, qui voient en KDP une solution, finalement à l'absence d'éditeurs et qui se disent: «Bah, mon livre que j'ai écrit et qui est trop bien, il va marcher sur KDP, donc je vais aller sur KDP». Tu peux nous parler un peu de cette problématique-là et peut-être justement s'adresser aux quelques personnes qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire là pour, nous dire ce que tu penses de ça? Donc en gros, parler un petit peu du syndrome de l'auteur maudit et expliquer, mon point de vue par rapport à ça? C'est ça, Ouais, hein? Ouais. et puis que ça soit clair pour les gens que KDP, c'est pas vraiment fait pour ça, en réalité. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est toujours pareil, heu, KDP, c'est un outil et puis ça peut être un business. Donc c'est un outil parce que tu peux t'auto-éditer sans passer par une maison d'édition. Donc c'est un outil qui te permet de mettre en ligne ton livre, de le faire imprimer à la demande par Amazon. Dès que quelqu'un achète, c'est imprimé et cetera, tout est géré. Donc si toi, tu as des éditeurs qui te refusent en permanence, qui veulent pas éditer ton livre et que tu veux juste éditer ton livre et puis le partager à ta communauté ou aux gens autour de toi et cetera, bah, go sur KDP, c'est super parce que tu as pas de frottement, tu peux faire ce que tu veux, tout le monde peut s'éditer. Maintenant, si tu veux vendre des livres, ça, c'est en faire un business et avoir un livre qui réussit. Et du coup, bah, tu es obligé de te plier au code d'Amazon. Alors, soit tu as une grosse communauté, tu as un gros trafic extérieur, tu peux faire beaucoup d'audimat avec ton livre. Typiquement, tu es le médecin légiste, je sais plus comment tu le disais. Boxo, je crois, Voilà, son nom de lui, il famille. s'en fout de KDP, il sait pas ce que c'est un mot-clé, KDP et cetera, l'optimisation. Il a juste une énorme audience. Il a aussi mis son livre sur Amazon, alors pas KDP, mais ça aurait pu être KDP et il vend parce que, bah, tout le monde en parle et que les gens, ils cherchent et cetera. Mmh. Mais si par contre, tu es pas dans ce cas-là, bah, tu es obligé de te plier au code, bah, d'Amazon et Amazon, il y a des niches rentables, il y a des niches pas rentables, il y a des niches avec du volume, des niches sans volume et si tu vas dans des niches où il y a pas de volume, faut pas espérer vendre juste parce que tu es sur Amazon. Donc voilà, faut juste que ça soit clair dès le départ. Est-ce que c'est un outil? Ou est-ce que tu veux en faire un business? Si tu veux en faire un business, il faut que tu revoies complètement ta mentalité par rapport à j'écris ce que je veux et pas ce que les gens veulent. Sur Amazon, il faut écrire ce que les gens recherchent et leur donner, répondre à la demande. Sinon, Mmh. tu vendras pas quoi qu'il arrive. Et ça, souvent,
c'est difficile Mmh. à comprendre. Il y a aussi beaucoup de gens qui me disent: «Voilà, j'ai fait un livre, ça a pas marché, maintenant je veux des techniques pour optimiser le lancement, le promouvoir, augmenter la visibilité, faire de la pub». Mais en fait, tout ça, c'est pas un cache-misère, c'est pas un truc qui ton livre il marche pas, tu vas mettre en place des stratégies et ça y est, boum, ton livre il décolle. C'est tout l'ensemble qui fonctionne. C'est RDP, c'est répondre à la demande et ta couverture et ton lancement et ta pub. Donc s'il y a un truc qui manque, ça va pas fonctionner. Mmh. Et c'est un peu comme, en publicité, en média buy, Anto, toi qui fais du média buy et tout ça, bah, si tu as, une bonne créative, tu auras beau avoir un média buyer un peu pourri, ça va mieux marcher que si tu as une créative pourrie et que tu as un média buyer, trop fort. Donc optimiser toutes les stratégies de média buy, d'enchères, de trucs, si ta pub, elle est nulle à la base, elle va pas marcher, quoi. Bah, là, Mmh. c'est un peu pareil, sur KDP avec les auteurs maudits. OK. Bah, j'ai une Anto? petite Ouais, question. vas-y. Ouais, vu que tu as parlé des marchés anglophones, est-ce que tu as des marchés, un peu sous-exploités, tu vois, des choses comme 100 ça? ouais. 100 c'est aussi un truc dont on parlait hier dans le live et du coup, bah, typiquement, aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a alors, par exemple, le marché canadien et australien, c'est des marchés anglophones, mais qui sont très peu exploités. Donc là, typiquement, c'est pour les débutants, par exemple, là-bas, c'est trop bien, on peut vraiment faire des ventes sans pub et tout. Et aujourd'hui, par exemple, il y a, les pays d'Europe de l'Est qui ont ouvert. Donc il y a Pologne, Pays-Bas, il me semble, ça c'est sûr. Et bah, par exemple, moi j'ai jamais publié de livre en polonais ou en néerlandais. Mais typiquement, je suis sûr à 100 que si tu reprends les thématiques, qui cartonnent en France, aux US, en Italie et cetera, tu les traduis en polonais et tu le fais bien, bah, je suis sûr que tu peux faire plein de ventes sans pub et ça, c'est une nouvelle opportunité. Donc Amazon, ils ouvrent un peu tout le temps des nouvelles Et marketplaces avec, et tu peux ouais. avec un compte Ouais. KDP, tu peux taper n'importe quel pays? C'est ça. En fait, quand OK, tu publies un livre, il est disponible instantanément de partout, dans ta OK. langue. Donc si tu publies un livre en français, il est même disponible sur Amazon Pologne, mais en français. Et Mmh. donc les gens, ils vont pas vraiment acheter des livres en français là-bas. Et par contre, si toi tu le traduis en polonais et que tu le mets en langue polonaise, bah, il sera aussi disponible en Pologne et aussi il sera disponible en France en polonais. Et donc du coup, donc voilà, donc instantanément sur un même compte, tu peux publier de partout. Et ça, c'est OK. typiquement une stratégie, pour débutants, si tu as pas de budget et cetera, tu vas dans des marchés, un peu inconnus, quoi. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu les gars, mais YouTube, est en train progressivement de mettre en place le dubbing automatique. C'est-à-dire Je que suis là, tombé par sur une exemple vidéo hier, comme ça. ouais, moi aussi, c'est dégueulasse d'ailleurs, je trouve. C'est dégueulasse, ouais. Ça m'a Mais ça choque grave. en gros, imaginez ce podcast, ça se trouve un Polonais justement qui arrive sur le podcast et ben, il va pouvoir le mettre en polonais et nous entendre parler. On va se faire doubler par des voix IA en polonais. La question, Nico, que j'ai pour toi, c'est du coup, vu que tu nous dis que ton livre que tu publies en France, il est disponible sur Amazon, en Pologne, est-ce que tu penses qu'à terme, d'ici 5 ans par exemple, Amazon ne va pas, finalement, proposer aux éditeurs KDP, L'autotraduction, ouais, c'est pas con, ouais. d'auto-traduire les livres, et du coup, tu te retrouveras sur tous les marchés d'un coup, avec ton livre KDP? Bah, peut-être, mais le truc, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça parce que déjà, tu as en fait, la couverture, c'est quand même dur à traduire, une Mmh. Ouais, couverture. c'est vrai, il y Bah, a ça. typiquement, nous, on traduit nos livres, hein, en italien, espagnol, allemand et cetera et l'anecdote, par exemple, c'est qu'on n'a jamais vraiment réussi à cartonner en Allemagne parce qu'en allemand, les mots, ils font 3 fois la longueur d'en France, tu vois? Et toutes les couvertures qu'on pense pour la France et ben, en fait, dès qu'on essaie de les mettre en allemand, elles sont moches, le titre est trop long, ça part trop loin et tout ça. Et typiquement, bah, je pense et par contre, il y a des, gens qui font du KDP en Allemagne, il y a des formateurs KDP allemands et cetera, des grosses chaînes KDP en Allemagne et ils cartonnent parce qu'ils ont le code de, l'allemand et de la culture, germanique et tout. Et donc, oui et non, dans le sens, oui, peut-être ça va évoluer, mais c'est toujours pareil, il faut vraiment quand même, Ouais, ça faire un fera truc quelques spécifique pour ventes le marché, quoi. en plus, mais C'est ça ça. sera pas Mais c'est comme, par exemple, si tu mets un livre, il est instantanément disponible partout. Des fois, ça m'arrive d'avoir des ventes en Pologne de livres français. Il y a des francophones en Pologne qui Ouais, ouais. commandent et cetera. Mais voilà, ça reste vraiment des quelques dizaines d'euros par mois maximum, quoi. OK. Mmh. Franck, est-ce que tu as une petite question? Non. Anto? bah, pareil sur, bah, est-ce que par exemple, tout ce qui est traduction, reformulation, tu vois, comment c'est traité sur Amazon? Est-ce que par exemple, si tu prends un livre de quelqu'un et tu le mets sur un autre marché? Non, 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 ça c'est pareil à tout ce qui est, plagiat et cetera, donc tu peux pas prendre un livre de quelqu'un et le traduire. En fait, du coup, tu as vraiment le droit, la propriété intellectuelle, Mmh. et le droit du livre. En fait, quand tu écris un livre, tu as ce qu'on appelle les droits, patrimoniaux et les droits, mo d'auteur, les droits d'auteur. Donc en gros, un livre, quand tu écris un livre, tu es propriétaire,
de ce que tu as écrit et du coup, quelqu'un peut te racheter les droits pour ce que tu as écrit, par exemple, en italien, mais dans ce cas-là, il faut qu'il rachète les droits, il faut qu'il y ait un contrat de droit d'auteur, que ça soit, contractualisé, payé et cetera. Donc tu peux pas prendre, juste traduire et puis, importer sur d'autres marchés et faut faire bien gaffe à ça parce que, potentiellement, tu as pas de problème pendant quelque temps, mais Ouais, c'est toujours comme pareil, tout. si Quand l'auteur, il tu joues au découvre jeu, de toute ça, façon, tu joues au jeu, voilà. ouais. OK. Mmh. Quelle est l'erreur la plus commune des gens que tu accompagnes, Nico, par exemple, dans leur début de parcours KDP? Il y a une erreur qui revient, souvent? Je dirais que l'erreur la plus commune, c'est pareil, de penser que dès quelques techniques ou quelques stratégies vont te permettre de mettre en avant un produit sur Amazon, alors que tout en amont n'a pas été conçu pour être vendu sur Amazon. Donc c'est vraiment ce syndrome de l'auteur maudit et même si on n'est pas auteur, et qu'on n'a pas forcément écrit le livre et voilà, j'appelle ça auteur maudit pour un peu la blague et pour que ça soit retenu. Mais même si tu es pas auteur, de penser que voilà, tu as fait les choses mal, tu vas apprendre une technique, boum, tout va changer. Non, il faut vraiment revoir le process entier de début à la fin, en passant par l'étude de niche et cetera. Donc ça, c'est vraiment la grosse erreur et si ça est bien fait, même si tu as pas la meilleure couverture du monde, même si tu as pas la meilleure, stratégie de pub du monde, même s'il y a plein de problèmes, si l'ensemble a été bien conçu, tu feras mieux que celui qui a, la meilleure couverture, mais qui a pas du tout respecté, ses codes de recherche de niche et cetera. Ça marche. Au final, un bon auteur est un peu désavantagé, tu vois? Tu dois avoir des gens qui écrivent très bien, mais au final vendent très peu. Parce Exactement, ouais. qu'ils pensent trop, ils réfléchissent trop, mmh. Et Bah, ouais, tu c'est et tu dois avoir de bons auteurs, enfin des gens qui écrivent très bien et qui comprennent, en Ouais, par contre, ça, parallèle c'est comment tant mieux, ça. fonctionne KDP et là, tu as et tout ça, gagné, en mais général, c'est banger ça. Parce Mmh. que moi, je ouais, le bah, vois ouais. dans des thématiques. En fait, en gros, tu as, on va dire, à l'un extrême, tu as les bah, de toute façon, c'est toujours, le truc un peu marketing, donc tu as les auteurs maudits et les rats d'égout. Donc les auteurs maudits, c'est, les gens qui sont pas du tout en mode marketing, qui sont en mode que auteur, qui écrivent, des choses de qualité, mais qui ont pas du tout conscience du marketing et qui même ont un peu un rejet. Et puis à l'opposé, tu as les bourrins de KDP qui sont là juste pour faire de l'argent, qui sont prêts à vendre des lignes IA toutes moches, mais par contre tout l'emballage est parfait. Bah, en fait, en général, c'est quand même les rats d'égout qui vont gagner, dans le sens où ils vont faire des ventes et cetera. Mais par contre, sur cette niche, il suffit qu'à un moment, tu aies quelqu'un qui a compris les 2, qui a compris les codes d'Amazon et qui va faire en plus un livre de qualité, il va commencer à le rattraper et là, d'un coup, les gens vont voir la différence, il va obtenir de meilleurs commentaires et le rat d'égout va tomber et à la fin, c'est karma, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment ça. Donc je pense que quelqu'un qui comprend les 2, il fait des super livres et des livres très marketing qui vendent et c'est du coup, bah, ce que j'essaye de faire, et ce que essayent de faire, les gens qui font les choses correctement, quoi. Est-ce que tu as d'autres questions à toi? Bah non, c'était la dernière. C'est la dernière. Comment, alors avant de clôturer ce podcast, Nico, on l'a dit, à demi-mot pendant cet épisode, ceux qui ont déjà écouté tes autres podcasts ou qui te connaissent, le savent, tu as un accompagnement, l'usine à best-seller. Mmh. Tu peux peut-être prendre, 1 minute ou pour expliquer, ce que tu proposes avec l'accompagnement et puis, comme ça, vous retrouverez en description pour ceux que ça intéresse, le lien vers pour potentiellement, te rejoindre. OK. Bah, du coup, c'est très simple en fait, l'accompagnement usine best-seller, c'est un vrai accompagnement, où, du coup, en fait, je vous ai vraiment dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'éléments d'information. Donc typiquement, répondre à la demande, trouver la bonne thématique et cetera. Ensuite, créer une bonne couverture, avoir les codes marketing et puis à la fin propulser ton livre et faire de la publicité. Finalement, c'est vraiment ces étapes qu'on va suivre. Il y a rien de très mystérieux, il y a pas une étape secrète qui change tout, c'est ça. Mais en fait, dans cet accompagnement, bah, je vous accompagne à le faire vraiment étape par étape en 90 jours, semaine par semaine, jour par jour. Donc si vous avez, entre 1 à 2 heures par jour à consacrer à ça et que vous voulez une sorte de vraiment to-do list exacte pour aujourd'hui, vous ne savez pas publier de livre, vous ne savez pas ce que c'est Amazon KDP et dans 90 jours, vous avez un livre qui vend tous les jours et qui vous rapporte un complément de revenu et voire plus si vous investissez plus de temps, et bien, du coup, c'est l'usine à best-seller, ça dure 90 jours. Vous avez toutes les vidéos de formation. À chaque fin de formation, il y a une étape pour passer à l'action. Il y a un coach qui vous suit et une communauté, pour vous aider au quotidien. Donc, voilà, c'est un programme qui a un certain coût. Si vous êtes prêt à investir et que vous êtes prêt à vraiment vous impliquer dans Amazon KDP, eh bien, c'est le pari que je fais, c'est de vous accompagner vraiment à fond à le faire, qu'on applique cette méthode sur vous et que vous ayez des résultats. Donc, c'est un programme d'accompagnement complet pour les gens motivés à vraiment avoir des résultats
sur KDP. Ok, super. Bah, merci Nico pour ce podcast et pour l'explication concernant ton accompagnement. Vous retrouvez en description le lien de l'accompagnement de Nicolas si ça vous intéresse. Donc Et juste, je puis précise, le lien, du coup, il faudra candidater. Donc comme il y a un coach, une communauté, etc., qu'on prend pas tout le monde, on prend des gens vraiment motivés, vous aurez un questionnaire de candidature à remplir. Si vous avez écouté tout ce podcast, vous savez de quoi il en retourne et donc vous pouvez directement remplir ce formulaire. Et ensuite, eh bien, si votre candidature est retenue, vous pourrez prendre un appel avec un membre de mon équipe pour un appel découverte. Voilà. Au top. Bah, merci Nico pour ton Merci. temps et pour l'épisode. Trop bien. Merci pour vos questions, les gars. C'était bien complet. Je pense qu'il y avait pas mal de valeur dans ce podcast. Merci de l'invite. Ouais, trop bien. Et merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, le petit abonnement, petit commentaire à la fin de l'épisode sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.